Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue chez Mwambi International Network, dans la grande interview, spéciale 30 juin. Un certain 30 juin 1960, nos vaillants combattants ont agi. Ils ont chassé l'occupant qui était les Belges pour nous remettre le pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, 30 juin 2020, on en est où avec notre Congo indépendant? Nous allons essayer de descripter avec M. Freddy Mulumba, que je ne veux plus vous présenter, que vous connaissez très bien. M. Freddy Mulumba, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Est-ce que je peux vous féliciter que votre pays et vous-même, vous êtes indépendants pendant 60 ans? Oui, il faut dire que c'est mitigé. Nous sommes indépendants, mais il y a eu des gens qui ont, avec la complicité de certains Congolais, qui ont saboté notre indépendance. Et des gens internes, des gens externes? Oui, il y a eu des collabos ici, au Congo, avec leurs parrains européens occidentaux, qui sont arrivés à casser Lumumba, l'assassiner, pour stopper l'indépendance du pays. Est-ce que vous pouvez nous amener à ce jour-là de l'indépendance? Nous sommes 30 juin 1960. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a plusieurs versions. Ce qu'il faut lire un peu la version que moi j'ai est que les jours où on devrait passer les pouvoirs dans les mains des Congolais, d'abord notre indépendance n'a pas été acquise grâce à une lutte armée comme l'Angola et les autres. Ça a été une sorte de passation pacifique. Un certain arrangement. Le 30 juin, Lumumba, d'abord Kasavubu, le roi Baudouin, tout le monde était dans la salle en attendant qu'on passe la souveraineté au Congo, au peuple congolais, aux élites congolaises. Et il y a eu quand même des surprises, on ne s'attendait pas. D'abord, le roi Baudouin fait un discours pour faire l'éloge du sanguinaire Léopold II, pour faire l'éloge de la colonisation, nous a amené la civilisation, pour faire l'éloge de la bonté des Blancs envers les Noirs, considérés comme des enfants. Et Kassabou, en répondant, a été très gentil, très conciliant. Mais pendant qu'il faisait les discours, Lumumba prenait note et préparait les siens. À ce niveau, beaucoup de gens pensent que ce n'est pas Lumumba qui avait fait les discours. Mais oui, on parle de Van der Lierde, son ami belge. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est Lumumba lui-même. Parce que Lumumba était le seul Congolais qui avait toute une culture, bien qu'il n'ait pas fait l'université. C'était un autodidacte. C'était un gars qui lisait beaucoup. Il avait un background important. Lui-même a fait son discours, il a corrigé. Quand le roi parlait, Kasavubu répondait, il prenait note et corrigeait son discours. Dès que les autres terminent, il s'est arrangé avec un Congolais, un Congolais à la salle, pour lui donner la parole, qui n'était pas prévu. Donc il y a une complicité avec celui qui... Entre le protocole... Le protocole... Le service de protocole de Lumumba, oui. Et Lumumba, oui. C'est ainsi qu'il est passé devant. Pour les autres, c'était imprévu, c'est pas prévu qu'il parle. Et donc, quand il a commencé à parler, il a rappelé l'histoire. C'est que les Congolais ont vécu pendant 80 ans
Voilà. Donc, ça a surpris les Blancs, les Belges qui pensaient que c'était normal qu'on remette l'indépendance aux Noirs, qu'on dise qu'on nous a fait du bien, d'ailleurs, on nous a sauvé de la barbarie. Que le monde vient de rappeler les fouets qu'on donnait chaque jour, matin et soir. Pourquoi? Il a rappelé les méfaits de la colonisation. L'apartheid, il y avait des villes pour les Blancs, des villes pour les Noirs, des bars pour les Blancs, des bars pour les Noirs. Et tout ça, c'était fait parce que le monde leur dit on était des nègres, parce qu'on était noirs. Et dans le discours de Mumbai, il a dit, vous allez voir, quand un noir est libre, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc, il a lancé un défi à l'Européen. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que le Mumba, qui n'avait pas beaucoup voyagé, sauf qu'il est parti au Ghana, mais quand le Mumba a pris parole, il a parlé du panafricanisme. Et son discours, c'était « Vive l'Afrique, vive le Congo ». Donc, c'était un homme, c'est curieux, c'était un homme qui avait le sens de l'histoire. Mais c'est lié d'abord à deux choses. D'abord, le Mumba, c'était un villageois. Quand vous voyez son parcours, il a grandi au village. Il a connu beaucoup de problèmes entre les catholiques et les protestants. Il a laissé ses parents, il est parti jusqu'à Kisangani. Il a commencé à s'instruire. Même certaines personnes qui avaient grandi avec le Mumba, ils reconnaissent que c'était un homme brillant. Il donnait cours aux élèves de son âge. Donc, ce n'est pas un homme qui est venu au hasard, comme ça, que les gens le peuvent raconter. Mais il était encore mieux que beaucoup d'universitaires qui étaient en Belgique. Donc, en faisant le discours, le Mumba a joué sur le plan psychologique. Sur le plan imaginaire. Donc, son discours a remis en cause la suprématie blanche, a libéré l'imaginaire du Congolais. Justement, j'avais une question là-dessus. Est-ce que ce n'est pas ça, même l'indépendance, ces discours-là? Parce que si ces discours n'étaient pas faits par Lumumba, nous ne serions pas indépendants psychologiquement. Effectivement, c'était l'indépendance qu'on a acquise psychologique. Donc, les Blancs qui étaient forts devant toutes les caméras du monde a été réduit. Son pouvoir a été remis en cause. Donc, pour les Noirs qui a tellement souffert l'apartheid des Belges, c'était une libération. Donc, le Mumba a libéré l'imaginaire des Congolais, bien que beaucoup de Congolais qui n'ont pas le sens d'histoire, quelquefois le condamnent, il a commis une erreur. Ce n'est pas une erreur. Oui, justement. Ceux qui disent que voilà, c'est Lumumba qui a mis le Congo dans des problèmes à cause de son discours assez violent vis-à-vis de l'ex-colon. Et c'est à cause de cela que le Congo est en problème jusqu'à aujourd'hui. Vous leur dites quoi? Je ne pense pas que c'était ça, parce que quand vous voyez ce que le Lumumba dit, s'il a libéré l'imaginaire. Imaginez-vous si Lumumba n'avait pas fait ce discours, on ne serait pas indépendant. Mais non, la fondation a été une bonne chose pour les Congolais. On ne savait pas, on était nus, maintenant on porte des habits. On n'était pas à l'école, maintenant on partait à l'école des Blancs. Donc on nous a apporté la civilisation. Mais Lumumba a remis tout en cause. Donc, ce qu'il dit, ce ne sont pas des gens qui ont le sens de l'histoire. Et très souvent, il y a beaucoup d'historiens qui sont financés par nos amis belges pour réécrire une fausse histoire et qu'on dit qui est dans leurs propres livres. Mais aussi, et beaucoup de Congolais ont retenu que le Mumba a commis une erreur. Ce n'est pas une erreur. Sans le Mumba, peut-être on ne serait pas indépendant. Mais c'est un problème de construction. C'est à nous de reconstruire un peu cet imaginaire avec nos propres écrivains, libérés de toute tutelle intellectuelle occidentale. Comment vous expliquez qu'un villageois, un petit villageois, Lumumba, il quitte son village, il a été aidé par le colon blanc, il est allé à l'école du colon, etc., etc. À un moment donné, un petit villageois qui découvre le colon qui est venu avec une grande civilisation dans le bagage. Et à ce colon-là, il dit non, mais ce n'est pas ça, la civilisation. Et
Et c'est dû à quoi? Un villageois par rapport au colon belge qui a dans ses valises la civilisation. Donc, le problème est que quand on a mis la colonisation en place, on a pensé que les Noirs étaient inférieurs, il fallait les coloniser. Donc, l'arrivée des Blancs ici, ils pensaient qu'ils étaient supérieurs aux Noirs. Les Noirs étaient des sauvages, qu'il fallait apporter la civilisation occidentale. Mais la remise en cause, ça a remis même en doute la confiance que les Blancs avaient en eux. Donc, c'était une période où les Congolais et les Noirs ne pouvaient pas encore supporter. Parce qu'il faut dire que les mouvements, durant toute la colonisation, il y a eu une résistance des Congolais. On va vous parler des révoltes de Batetela qui n'ont pas accepté la colonisation. Il y a eu des révoltes au Bandundu, à la province de Bandundu, des gens qui n'ont pas accepté. Il y a eu des révoltes au Katanga. Dans toutes les provinces du Congo, il y a des révoltes contre la colonisation. Mais comme notre histoire est écrite par les vainqueurs, on n'en parle pas. Donc, il y a eu quand même une certaine grande résistance. Et cette résistance qui a abouti à l'indépendance de 1960. Peut-être les gens vont penser que les Belges l'ont donné gratuitement. Non. C'est grâce aussi à... Ça n'a pas été un cadeau. Hein? Non, ce n'est pas un cadeau. Les gens sont battus pour ça. Mais aussi, l'environnement international a tellement joué parce que l'Amérique avait besoin de marchés en Afrique, qui était le monopole des Européens. Ils ont profité pour dire il faut l'indépendance, mais en réalité, ils demandaient qu'on ouvre le marché aux entreprises américaines. Donc, c'était ça. Et si je dois comprendre bien, parce qu'il y a une grande jeunesse qui va être éclairée, est-ce que c'était la colonisation ou bien c'était l'occupation? Pourquoi je pose cette question? Parce que l'Europe a été à un moment donné, 40-45, une grande partie de l'Europe a été occupée par l'Allemagne avec Hitler. Et là, on a parlé de l'occupation. Et quand il débarque en Afrique, c'était la colonisation. Est-ce que ce n'est pas de l'euphémisme? Oui, ben, c'est question de concept. Est-ce qu'à ce qui concerne notre pays, le Congo, est-ce qu'il y avait une différence entre nous et l'Afrique du Sud? Je ne pense pas. Il y avait des quartiers de Noirs, des quartiers de Blancs. Il y avait des travaux donc, de services pour les Noirs et des services pour les Blancs. Mais ils ne pouvaient pas faire autrement qu'habiller parce que la culture, surtout d'autres pays, ne pouvaient pas accepter. Je sais qu'en Europe, il y a toute une évolution de la pensée. Et vous verrez que pendant cette période, il y avait des Blancs qui n'acceptaient pas qu'on traite les Noirs comme des hommes inférieurs. D'ailleurs, ce sont les Blancs qui sont les premiers, certains Blancs, pas tous, des intellectuels occidentaux, européens, qui sont les premiers à dénoncer les racismes et l'apartheid au Congo. Oui, parce que il y a, même au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de Belges qui ont quitté la Belgique pour fuir au Congo. Et quand ils ont découvert le système d'apartheid, de racisme qui était au Congo, ils se sont dit, mais attends, nous, on fuit notre pays justement à cause de ça, de cette barbarie. Mais comment? Donc, est-ce que vous pensez qu'on cachait aux Belges ce qu'on faisait au Congo? Oui, je pense que les peuples belges n'étaient pas au courant de ce qui se passait au Congo. C'était une affaire du roi, Léopold II, et les hommes d'affaires belges ou bien occidentaux. Les capitalistes. La population ne savait pas parce qu'on disait non, non, ces Noirs congolais, il faut les christianiser parce qu'ils ont des démons, il faut les civiliser parce qu'ils sont des barbares. Dans l'imaginaire occidental belge, c'était normal, on apporte du bien. Mais derrière, c'était comment on exploitait les Congolais. Et cette exploitation profitait aussi à la population sans le savoir. Donc, c'était une sorte de rente. À la population belge, vous dites? Belge, oui. Parce que si on pille au Congo, on va faire des routes. La population ne sait pas. On pille au Congo, on fait des caoutchoucs. La population ne sait pas. Mais l'argent qui a fait, c'est que la Belgique soit construite, c'est l'argent venant du Congo. Donc, on ne peut pas rendre le peuple belge responsable. Ça serait une erreur. La responsabilité est dans les mains d'un système capitaliste belge. Tout à fait. Qui s'est associé avec notre système capitaliste international pour exploiter le Congo. La population belge n'avait pas demandé, mais a profité de cette rente impérialiste. 60 ans plus tard.
Quel est le bilan? Une catastrophe. Une catastrophe. Une catastrophe parce que on nous a imposé d'abord un État, pas des racines dans notre société, dans notre culture. On nous a imposé ce qui ont. Les capitalistes occidentaux. On nous a imposé cet État qui travaillait pour leurs propres intérêts, pour défendre les intérêts du peuple. Deuxième chose, on a détruit l'imaginaire, la culture congolaise, bien africaine, du fait qu'on a imposé la pensée occidentale à travers l'école coloniale. Et deuxième chose, peut-être la religion est venue détruire nos croyances. Donc, nous sommes sortis, nous sommes devenus des hommes fabriqués, ce qu'on appelle les bifabriqués. Donc, nous réfléchissons par procuration. Ce n'est pas notre propre réflexion, notre propre pensée. Et parce que quand vous partirez au village, voir tous les chefs coutumiers, comme les véritables chefs, tous les rois, les raisonnements différents des nôtres. Nous, on a été fabriqués pour servir les Occidentaux. C'est ça peut-être qui explique la catastrophe d'aujourd'hui. Donc, s'il y a catastrophe, c'est le modèle occidental, d'exploitation occidentale, qui est en crise. C'est un modèle qui a été repris par les élites après la colonisation. Donc, avec la décolonisation, on a seulement porté les habits des Blancs, des colonisateurs. On se comporte comme des colonisateurs. Hein? Je te prends un exemple. Les fouets. Tu vois, quand on était jeunes, même à l'école, on nous fouette. Ça ne vient pas de notre culture. Dans notre culture, on n'a pas de prison. Non. C'est eux qui nous ont amenés. Les prisons. Dans le village, il n'y a pas de police, il n'y a pas de... Il n'y a rien, mais les gens vivent. Donc, c'est tout ce qui nous a amenés ici. Et les fouets. Et savoir corrompre. Moi, je me rappelle, j'étais très petit. Quelqu'un qui venait, j'avais peut-être 5 ou 10 ans, qui venait chez nous. Il parlait donc, on coupe les lèvres. Les lèvres. Ouais. C'est la corruption à Tchoulouba. Couper les lèvres. Nous, pour nous, qui ne connaissons pas, vous savez, on coupe les lèvres. Littéralement, donc on coupe les lèvres. Oui. Les lèvres, oui. Mais quand aujourd'hui vous parlez aux enfants qui ont grandi, ils vous parlent de la corruption. C'est parce que cette idée, ces pratiques viennent du monde occidental. Pour s'imposer. Le président de la République du Congo, monsieur, son Excellence Tshisekedi, démocratique du Congo, il a parlé de COP. Oui. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Il a parlé de COP. Oui, le président de la République du Congo, il a parlé lui-même de COP. Donc, comme vous venez de le dire, donc, il a dit que c'était devenu quelque chose d'assez normal. Oui, c'est parce que c'est ancré dans notre culture. Ouais. C'est ancré dans notre culture. Donc, on ne fait rien, mais il faut gagner. Donc, parce que quand vous prenez ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir la colonisation au Congo, en Afrique noire, et la colonisation dans le monde arabe, dans le monde asiatique. Il y a une grande différence. Et c'est quoi la différence? Nous, en Afrique noire, on a tout détruit. Parce qu'on pensait qu'on allait civiliser les barbares, les gens sans civilisation. Par contre, dans le monde arabe, arabo-musulman, dans le monde asiatique, là, ce n'était pas ça la pensée. C'est vrai, ils vont exploiter, mais ils vont respecter leur culture. Ouais. Ce qui n'était pas le cas chez nous. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, la plupart des pays noirs ne peuvent pas évoluer. Donc, il faut tout remettre en cause. Je dis tout. Ça ne suffit pas que il faut tout jeter. Et pour reconstruire un nouveau Congo, 100 ans après, il faut construire de nouvelles pensées, de nouveaux paradigmes, mais en s'ouvrant sur le monde, en enrichissant notre culture avec l'exil des autres, avec les pensées des autres, mais pas copier. 60 ans plus tard, M. Freddy Mulumba, la RDC devrait fêter en pompe l'indépendance le 30 juin, mais on parle d'une journée de méditation. Ce n'est pas un fait du hasard, c'est parce qu'il y a un chaos total au niveau de la démocratique du Congo. Non, ce n'est pas question de chaos, c'est parce qu'il y a eu des maladies. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est à cause de Covid.
On a dit on n'aura pas le temps d'organiser. Donc, mieux vaut passer à la maison dans la méditation. Je pense que c'est ce qui est normal. On pouvait peut-être passer beaucoup plus à avoir beaucoup de débats dans les médias, à publier des livres. Ça aussi, méditer. On ne peut pas méditer sans soubassement. On peut être à la maison, on suit des débats à la télévision, la culture, à la musique, et puis les gens publient leurs propres livres, les gens peuvent avoir les livres au lieu d'aller se promener, ils ont les livres et ils lisent. C'est aussi une méditation. S'interroger pourquoi, 30 ans après, on est là où nous sommes. Ça aussi, la méditation. Ce n'est pas attendre que vous allez méditer en priant. On ne prie pas. Et, hein, il faut penser il faut penser à reconstruire notre Congo avec de nouvelles méthodes, avec une nouvelle pensée et de nouvelles élites. Mais il y a des gens qui vous répondent en disant, voilà, à l'époque coloniale, c'était mieux, on avait de beaux hôpitaux, on avait de belles routes, on avait des trams, on avait des bus électriques et tout ça. Et donc, quelque part, ils accepteriez l'esclavage et le colonialisme en échange avec cela. Ce n'est pas l'ignorance. Si on demande à ces gens de revenir encore à la colonisation, est-ce qu'ils seraient contents? On ne va pas accepter. Ça a été une catastrophe pour nous. On a été vaincus parce qu'on était faibles. Quand vous voyez les gens parler comme ça, d'abord, ce sont des élites aliénées. Généralement, ils font toujours, comment dirais-je, ils font toujours plaisir aux maîtres. On dit vraiment, toi, tu es un bon noir, tu es un bon Congolais, tu n'es pas comme cet extrémiste. Moi, je suis le mental de Congolais. Extrémiste, c'est quelqu'un qui dit les choses. Qui dit les choses clairement, qui dit la vérité. Et ils pensent comme ça. Mais ceux qui les flattent, ils sont contents. Généralement, ils sont toujours en Europe. Quand il y a des conférences, ils viennent soutenir les thèses de la Belgique pour dire que la Belgique a bien fait. Le produit a rendu le Congolais qui était dans la forêt, qui mourait de la malaria et de fièvre typhoïde, maintenant, de la maladie du sommeil. Maintenant, ils sont bien grâce à le produit, grâce à la colonisation. C'est l'ignorance parce que les pays, ça fait plus de 5 siècles qu'on vivait. On se soignait avec quoi? Quand on parle de l'indépendance... Quand vous prenez l'État, le Rome Congo, oui, qui a été bien organisé plus que le Portugal, plus que la Belgique. La Belgique n'existait même pas. Comment les gens qui étaient, je dirais, qui étaient des barbares peuvent venir civiliser les gens qui étaient civilisés? Il faut relire l'histoire. 1452, quand le Yokogao est arrivé à Bazankongo, donc Yokogao, il a trouvé une belle ville. Les gens ont organisé avec un roi. Avec la religion. Les gens qui, avec la religion, tout était bien organisé. Mais on était en retard par rapport à la science. Je pense que si on était, sur le plan scientifique, plus avancé, on n'allait pas nous vaincre. Mais nos anciens aussi, ils étaient des fous. Comment vous les gens viennent comme ça, ils vous prennent, ils commencent à vous coloniser. Est-ce que c'est pas la folie, ça aussi? Non, c'est pas la folie. Je pense que la naïveté. On était tellement très humains. Mais quand les barbares sont arrivés, la journée, ils étaient gentils, la nuit devenait des gens qui vendaient les noirs, soit qui pourchassaient. C'est ça où on a été battus. Parce qu'on était naïfs. On pensait que tout le monde qui pouvait venir ici est trop humain, tout le monde pouvait ici, pouvait nous aimer. Donc nous devons devenir moins humains. Non, pas moins humains, savoir nous défendre. Moi, mais ça suffit quoi, aller tuer les autres, non. C'est pas notre culture. Et pendant l'histoire de l'Afrique, tu n'as pas entendu que les Africains sont partis, les Africains noirs, sont partis faire des guerres à l'extérieur. Jamais. Maintenant, nous devons apprendre à nous défendre aussi. Quand on parle de l'indépendance du Congo, on parle souvent de Patrice Lumumba. Pourquoi pas des autres? Par exemple, de Kasavubu. Non, ce sont des symboles. Je pense que Lumumba a marqué l'imaginaire parce que c'est le premier noir qui a remis en cause la sécurité raciale blanche devant les rois. Même jusqu'à aujourd'hui, toi, tu ne peux pas te permettre d'aller critiquer les rois.
Imaginez-vous quand on pensait que les Noirs étaient encore des barbares, des sauvages. Qu'un sauvage se tienne debout pour dire aux Blancs civilisés, ce que vous dites, ce sont des mensonges. Ça a été une grande révolution. Et le Lumumba a marqué le monde entier. Il n'y a pas qu'ici, les jours où il est assassiné. En Amérique, les gens ont protesté. Il y a eu trop de manifestations dans le monde entier. Oui, j'ai un ami qui vient de Karachi, au Pakistan, quand Lumumba est mort, ils sont allés dans la rue, ils ont manifesté à l'époque. Ouais. Donc, c'est ça le Lumumba. La libération de l'imaginaire des Congolais, de l'homme noir. Voilà. Et l'imaginaire de l'homme opprimé, de l'homme exploité. C'est ça le Lumumba. Ça qu'on peut donner à Lumumba comme étiquette. Mais ça n'a pas tenu parce qu'il n'était pas bien formé sur le plan politique. Et les Occidentaux sont venus manipuler l'entourage de Lumumba, l'entourage de Kasavubu pour qu'il y ait la crise. C'était un bout qui est sorti pour faire la guerre. Là où ça devient intéressant avec la crise actuelle, qui est entre l'FCC et le Cash. Généralement, les gens pensent que c'est un fait du hasard, non. Le FCC, le Cash, c'est la coalition qui est au pouvoir. Gouvernementale, oui. Ouais. En train de dire qu'il y a une élite qui est aliénée. Nous avons d'un côté le FCC de l'ancien président Kabila et le Cash du président Tshisekedi. Et il y a un flou, un conflit qui fait que le pays s'embourbe. Oui, c'est parce que nous sommes dans un pays, il y a trop de mercenaires. Il y a une élite de mercenaires et puis une élite médiocre qui fait la politique. Vous voulez parler des mercenaires intellectuels, en fait? Des mercenaires des hommes politiques aussi. Ouais. Des mercenaires politiques intellectuels qui généralement travaillent pour les intérêts étrangers. Quand il y a des crises, vous pensez que ce sont des crises. On peut comprendre que c'est des crises idéologiques entre la gauche et la droite, entre communistes et capitalistes. Ici, la crise en termes de conflits individuels, en termes de chercher le pouvoir pour manger, mais la réalité est que comme le Congo a échappé aux capitalistes occidentaux depuis l'alternance politique, ils ne sont pas prêts à lâcher. Donc, ils feront par tous les moyens pour que la crise éclate. Et moi, ça, je parle à tous les Congolais. Si aujourd'hui la crise éclate, si le président Kabila se sépare avec Tshisekedi, ça sera la fin du Congo. Ça va profiter ni à Tshisekedi, ni à Kabila. Un peu comme en 1960. Effectivement, oui. Donc, ça tombe bien. Et Kasavubu. Ça tombe bien que ça passe maintenant et nous rappelons l'histoire pour que les gens comprennent. Tout à fait. Parce que ces gens-là ne sont pas loin. Ils sont dans l'entourage de Tshisekedi, l'entourage de Kabila, et n'ont jamais accepté que les Congos les échappent. Donc, c'est ça le fond du problème pour cette crise-là. Parce que les conseillers de Lumumba étaient les mêmes conseillers de Kasavubu à l'époque. Oui, oui. Toujours les mêmes là, ils passent d'un côté, mais comme les gens sont tellement naïfs ici. Monsieur Freddy Mulumba, la dernière question. Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse de la diaspora? Prenez. En juin 2020, 60 ans plus tard. 60 ans plus tard, il faut que cette jeunesse, la diaspora, s'organise pour revenir au pays avec notre mentalité, avec l'essence de l'organisation, pour changer la société, avec ceux qui sont sur place, se mettre encore ensemble. Généralement, ce sont les diasporas qui font toujours la révolution. Sans les il n'y a pas de révolutionnaire. Est-ce qu'on va les accepter? Oui, ils n'ont qu'à s'imposer, quoi. Merci. OK. Merci, M. Freddy Mulumba.